Bonjour tout le monde d'être présent. On va y aller de l'avant, étant donné que les délais sont toujours serrés et on veut pas non plus que les personnes en fait, on travaille tous, donc on va y aller de l'avant tout de suite. Il y a des personnes qui vont joindre progressivement. Et voilà. Aujourd'hui, on a la chance, l'énorme chance d'avoir Monsieur Dr. Antoine Payot et Annie Janvier avec nous pour cette conférence sur tous les défis éthiques reliés avec les soins palliatifs autour de la naissance. On vous remercie d'avoir accepté d'être parmi nous et on vous écoute. Alors, merci à vous de nous avoir invités pour faire cette conférence. Effectivement, aujourd'hui, Annie et moi avons décidé de vous parler de quelque chose dont on parle encore assez peu en soins palliatifs. C'est tout le défi d'envisager des soins palliatifs autour de la naissance. On a divisé notre présentation en deux parties. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de diagnostic anténatal, des processus décisionnels qui sont engagés à ce moment-là avec les femmes enceintes, les couples, et quelles problématiques ça soulève en termes de processus décisionnel, et finalement, qu'est-ce qui arrive à ces familles. Annie, dans la deuxième partie, va aborder les choses aussi d'un point de vue très pratico-pratique. C'est comment est-ce qu'on décide dans notre société, dans nos institutions, qui survit, et va aussi réfléchir sur justement la question de l'humilité et se remettre en question par rapport à la notion de pathologie. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces situations-là? Donc, en fait, pour aborder la démarche, je vous propose de partir à partir d'un cas clinique assez simple, une situation qu'on vit fréquemment, une jeune femme qui est enceinte à 21 semaines et qui va faire son échographie de routine, l'échographie morphologique du milieu de la grossesse, où l'obstétricien va aller vraiment regarder chaque petite partie du fœtus pour s'assurer que tout se passe bien et en fait, on est quand même dans un dépistage systématique de la malformation fœtale. Là, il se trouve qu'on découvre chez ce fœtus une cardiopathie assez sévère, qui est en fait une hypoplasie du ventricule gauche avec un fort rétrécissement aussi de toute l'aorte proximale. Et à ce moment-là, on annonce à Karine et à son conjoint que la cardiopathie sera peut-être pas opérable ou nécessitera une chirurgie, mais une chirurgie où le bébé ne survivra, ou l'enfant ne survivra qu'avec un seul ventricule, chirurgie qui est communément appelée chirurgie palliative, puisqu'on ne pourra pas corriger complètement la malformation, puis c'est un processus chirurgical assez lourd avec plusieurs chirurgies consécutives. À ce moment-là, une amniosynthèse est proposée à Karine pour voir est-ce qu'il y a d'autres malformations associées ou une anomalie génétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Comment on intervient? Comment on peut envisager déjà une situation palliative alors qu'on est dans un processus de grossesse et d'attente d'un nouveau-né? Et là, je pense que c'est intéressant de regarder les différentes trajectoires qui sont possibles à ce moment-là, puis on va essayer de les décortiquer, puis de les adresser une après l'autre. Donc, on a Karine, enceinte de 21 semaines, son fœtus qui a une maladie cardiaque complexe, et elle pourrait à ce moment-là décider d'avoir immédiatement une interruption de grossesse. Ça fait partie des options et c'est ce qui arrive de façon qu'on observe de façon assez régulière. Elle peut aussi décider d'avoir son amniosynthèse et puis, en fonction des résultats de l'amniosynthèse, à ce moment-là, elle peut décider d'une interruption de grossesse un peu plus tardivement que celle qu'elle aurait décidé précédemment parce qu'elle aurait dû attendre le résultat de l'amniosynthèse. Et à ce moment-là, l'interruption de grossesse sera précédée d'un féticide. J'en parlerai un peu plus tard. Il pourrait se passer aussi une chose naturelle qui pourrait être une mort in utero, ce qui est plus rare avec des pathologies comme celle-là. Ou alors, elle peut décider, après son amniosynthèse, de poursuivre sa grossesse et d'amener son enfant
à la naissance, au moment où ça se passera, et à ce moment-là, d'avoir une évaluation postnatale et de décider qu'on va aller plutôt vers des soins qui seront essentiellement centrés sur le confort, donc sans aller vers tout le processus chirurgical, ou alors d'aller vers la chirurgie qu'on appelle la chirurgie palliative, qui amènera à une survie de plusieurs années probablement, mais qui peut aussi, vu que ce sont des chirurgies qui sont souvent avec multiples complications, qui pourraient amener au décès. Donc on se trouve dans cette situation avec beaucoup de trajectoires possibles qu'on va regarder un peu de façon individuelle. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'interruption de grossesse dans ces situations-là? Étant donné qu'à ce stade, la grossesse, on est avant la viabilité du fœtus, c'est généralement assez pressant de prendre une décision. Et en fait, l'interruption de grossesse pour ces cas d'anomalie est souvent faite avant le seuil de la viabilité pour que le bébé immature décédera dans les minutes qui suivent sa naissance. Ça, c'est assez paradoxal parce qu'on sait qu'au Canada, il n'y a aucune balise qui régule l'interruption de grossesse et que l'interruption de grossesse pourrait se faire à tout moment. Néanmoins, on sait que pour les cliniciens, c'est beaucoup plus difficile d'interrompre une grossesse après le seuil de viabilité qu'avant. Et dans une enquête que nous avions menée auprès de 400 médecins qui étaient spécialisés en pédiatrie ou en médecine materno-fétale au Québec, on leur avait demandé est-ce qu'il y a une différence éthique entre interrompre une grossesse avant ou après la limite de viabilité. Puis vous pouvez voir que pour la plupart des hommes, mais surtout pour la plupart des femmes, il y a une grande différence entre interrompre la grossesse après ou avant la viabilité. La plupart se sentent beaucoup plus confortables d'interrompre une grossesse avant la viabilité. Vous pouvez imaginer que dans ce contexte-là, ça met quand même une forme de pression sur le processus décisionnel qui doit se faire auprès de ce couple, donc Karine qui est à 21 semaines, sachant qu'on considère la viabilité actuellement au Québec autour de 23-24 semaines. Karine peut aussi décider de poursuivre sa grossesse. Elle peut décider d'avoir son amniosynthèse ou de ne pas l'avoir. Excusez-moi. Et puis d'accoucher au moment où ça arrivera, qu'on puisse évaluer son bébé à la naissance. Et à ce moment-là, qu'on décide, est-ce que, en fonction de l'évaluation postnatale, quels sont les meilleurs soins qu'on peut offrir à son bébé? Est-ce que c'est des soins centrés sur le confort ou est-ce que c'est une chirurgie? Donc, à 21 semaines, on se trouve dans cette situation. Les obstétriciens demandent les pédiatres en consultation. Et puis, on sent déjà que on est dans deux situations avec deux perspectives passablement différentes. L'obstétricien, lui, a vraiment à cœur de protéger les intérêts de sa patiente. On entend beaucoup parler de droit à l'interruption de grossesse. C'est quelque chose qu'on doit offrir. Ça fait partie de l'offre de services qu'on doit pouvoir offrir à ses patientes et c'est pour ça qu'on fait un diagnostic prénatal. Et puis à ce moment-là, pour l'obstétricien, souvent l'interruption médicale de grossesse ou l'interruption volontaire peut être vue comme une alternative d'une naissance d'un bébé avec une anomalie. Évidemment, pour le pédiatre, c'est assez différent puisque le pédiatre va aller rencontrer ce couple avec toujours la perspective des meilleurs intérêts de l'enfant et même si l'enfant n'est pas encore né, c'est aux parents de cet enfant qu'il s'adresse avec une vision relativement à long terme de comment intervenir et ce qui va pouvoir être offert au bébé. Alors, cette différence de perspective entre les personnes qui sont impliquées en médecine obstétricale et puis en diagnostic prénatal et les pédiatres plus général, en fait, on a pu l'objectiver aussi dans l'étude que nous avons faite auprès de ces 400 médecins. En fait, dans un consentement éclairé, on aimerait que la personne qui va donner l'information soit un expert désintéressé. Mais en fait, il y a une pression quand même forte qui impose qui fait qu'on
on a déjà une certaine crainte et on comprend que pour l'obstétricien, il peut y avoir une certaine crainte à laisser naître un enfant avec une pathologie sévère. On a voulu voir aussi dans quelle mesure ces différentes cultures, culture obstétricale, culture pédiatrique, pouvaient influencer le processus décisionnel. Donc, on a questionné ces médecins, ceux qui étaient impliqués en diagnostic prénatal, que vous allez voir apparaître en bleu, ou ceux qui n'étaient pas impliqués en diagnostic prénatal, qui sont des pédiatres généraux, des gens qui s'occupent d'enfants, mais qui ne font pas de conseil prénatal, de leur demander comment vous vous sentez, est-ce que vous accepteriez une interruption tardive de grossesse pour différentes situations. Puis ce qu'on peut observer, c'est que pour 5 situations, qui sont la fibrose kystique, le syndrome de Down, la trisomie 21 sans cardiopathie, trisomie 21 avec le fœtus porteur de cardiopathie, la cardiopathie qui pourrait être corrigée complètement par chirurgie ou celle comme celle de notre patiente qui aurait besoin d'une chirurgie palliative. Vous pouvez voir que les médecins qui sont impliqués en diagnostic prénatal sont beaucoup plus enclins à accepter l'interruption de grossesse pour ces pathologies que les pédiatres qui, eux, s'occupent de ces patientes-là et de ces patients-là. Aux États-Unis, où une nouvelle spécialité, entre guillemets, est apparue, qui c'est des fetal care practitioners, donc des pédiatres qui sont spécialisés dans les soins du fœtus. On observe aussi que pour ces pédiatres-là, il est moins important d'offrir l'interruption de grossesse comme un standard de soins par rapport aux obstétriciens qui, eux, sont beaucoup plus enclins à offrir l'interruption de grossesse pour une anomalie fœtale. Donc, dans ces 3 cas qui sont décrits, le spina bifida, l'hernie diaphragmatique congénitale ou la trisomie 21. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, ça, c'est les valeurs de ces médecins-là. De toute façon, ça ne devrait pas interférer avec le processus décisionnel des familles, puisque on s'attend à ce que ce soit des personnes désintéressés qui veulent avant tout le bien-être de leurs patients, puis que dans un consentement éclairé, on recherche une certaine neutralité. Mais on a quand même posé la question à ces médecins qui travaillent en diagnostic prénatal et les autres médecins, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que vos propres convictions influencent la prise de décision d'un couple pour effectuer une interruption de grossesse? Et en fait, de façon assez surprenante, pour les médecins qui pratiquent en diagnostic prénatal, ils ont l'impression d'être extrêmement influents dans la manière avec laquelle, dans le processus décisionnel des parents et le choix ultime de décider d'interrompre une grossesse. Donc, c'est sûr que ces valeurs qu'ils ont et qu'ils disent avoir par rapport à ce choix d'interruption de grossesse vont déteindre dans le processus décisionnel que les parents vont avoir. On s'est demandé d'ailleurs si cette situation était unique et propre au Québec, et un de nos collègues a réalisé la même enquête en France. Et en fait, ce qui est intéressant en France, c'est que dans le contexte des anomalies fœtales, on retrouve exactement la même degré d'influence que les médecins ressentent avoir auprès des familles dans le processus décisionnel pour interrompre une grossesse ou la poursuivre. Donc on voit qu'on est vraiment beaucoup plus dans la perspective d'interruption de grossesse. D'un point de vue éthique, on peut se demander alors, est-ce qu'on est de nouveau retourné dans une perspective d'eugénisme ou qu'est-ce que c'est l'eugénisme? En fait, si on prend les théories eugéniques, en fait, les théories eugéniques, c'est vraiment opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. Donc, c'est un projet de société, c'est un projet qui porte sur la population en général. Dans la situation dans laquelle on se trouve, on dit non, c'est pas de l'eugénisme. C'est de l'autonomie, c'est la décision individuelle de faire un test génétique, c'est la décision individuelle de faire une interruption médicale de grossesse. On peut se questionner, par contre, par rapport à ce que je vous ai décrit, si effectivement, on n'est pas juste en train de se réfugier derrière l'autonomie des patientes,
et que finalement, c'est pas le projet global du diagnostic systématique et puis cette forte propension du système à intervenir vers l'interruption de grossesse, si ce n'est pas aussi une forme d'eugénisme. Dans cette situation-là, si on se place du côté des médecins, on entend aussi beaucoup de dogmes qui sont importants d'analyser, puis pour lesquels il est important d'aller un petit peu plus loin. On entend beaucoup du côté des obstétriciens et de toute la médecine materno-fétale que l'interruption de grossesse protège les parents de souffrances qu'ils pourraient vivre par la suite. Du côté pédiatrique, ce qu'on entend beaucoup plus, c'est que la rencontre avec le bébé permettrait aux parents de faire un deuil, de mieux vivre à long terme. On entend aussi des valeurs plus d'engagement vis-à-vis du bébé. Chaque bébé a droit à des soins. Même si sa vie est courte, chaque jour devrait être vu comme un cadeau. Donc c'est sûr que si on peut se placer de différents points de vue puis avoir différentes perspectives par rapport à ça. D'un point de vue éthique, on peut aussi se positionner en se disant, ben, qu'est-ce qui arrive aux parents? Et puis, est-ce que finalement, c'est cette perspective-là, cette finalité qui devrait être le moteur aussi de notre réflexion? Et donc, si je reprends nos trajectoires à partir du moment où il y a une décision de poursuivre la grossesse, ben, est-ce qu'on sait ce qui arrive à ces couples après une mort in utero, après une interruption de grossesse précédée d'un féticide, ou au moment où ils reçoivent des soins de confort après la naissance? En fait, on a assez peu, et puis malheureusement, encore dans la littérature récente, on connaît encore assez peu ce qui arrive à ces femmes, à ces familles, après ces décisions. Et on a encore très peu de littérature à ce niveau-là. Après les morts in utero, on sait que davantage de femmes présentent des niveaux pathologiques de stress post-traumatique et de dépression 1 an après la mort in utero. Mais par contre, que si on les revoit plusieurs années après, ces niveaux de stress post-traumatique sont revenus à la norme et que ces femmes ne présentent pas de différence à ce niveau-là avec un groupe contrôle. Il semble qu'il y ait des facteurs aussi aggravants qui sont le mauvais support, etc. Quand je vous parlais tout à l'heure de cette perspective de protéger la femme, en se disant on protège le couple en offrant une interruption de grossesse par rapport à ce qu'elle pourra vivre si le bébé naît, il y a une très bonne étude qui est parue en 2009 et qui a évalué le niveau pathologique de stress post-traumatique de ces femmes après une interruption médicale de grossesse. Et ce qui est assez troublant de cette étude, comme on s'y attend, 4 mois après l'interruption de grossesse pour anomalie fétale, il y a un fort degré de niveau pathologique de stress post-traumatique chez près de 50% de ces femmes, 45,8%. Ce niveau diminue avec le temps. À 8 mois, on est à 36%. À 16 mois, on est à 20%. Mais ce qui est assez troublant, c'est de voir que ces femmes qui persistent avec un syndrome de stress post-traumatique à 16 mois l'ont probablement encore plusieurs années par la suite, puisque ce même groupe avait fait une étude rétrospective de ces patientes-là auprès de près de 200 femmes pour montrer que près de 1 sur 5, donc 19,8% d'entre elles, éprouvaient encore des symptômes de stress post-traumatique plusieurs années après leur interruption de grossesse pour anomalie fétale. Je vous ai aussi parlé du féticide. En fait, qu'est-ce que c'est le féticide? En fait, le fœtus, quand le fœtus naît après la viabilité et qu'il aurait une chance de survie, c'est sûr qu'au niveau médico-légal, au niveau de la société, il est considéré comme un citoyen avec des droits. Donc, le féticide est une manière de prévenir la naissance d'un bébé vivant pour lui éviter ses droits et puis faire que la naissance soit d'un fœtus mort.
Donc, après la viabilité, lors d'une interruption de grossesse, le fœtus reçoit une injection dans son cœur ou dans le cordon ombilical pour provoquer son décès avant l'accouchement par la femme. Et donc, le but, c'est d'éviter le risque d'une naissance vivante. Et puis, c'est sûr que là, on conçoit assez bien qu'on est dans une perspective très, très différente que celle de soins palliatifs périnatales pour lesquels nous, on va aller rencontrer ces patientes. Comment les patients vivent ce féticide? Ça, c'est quelque chose qui a aussi été extrêmement peu étudié. En fait, pour les parents, il y a trois petites études qui sont des études qualitatives qui ont montré que pour les parents, ils vivaient le féticide comme quelque chose qui permettait d'éviter la souffrance du bébé à sa naissance. Et pour les cliniciens, on n'est pas tout à fait dans cette dynamique puisque le clinicien, l'obstétricien, lui, a la perspective qui va plutôt éviter aux parents de souffrir, donc aux parents de vivre l'agonie néonatale et puis aussi à l'équipe soignante de ne pas avoir à faire face à l'agonie du nouveau-né. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour la plupart des parents, le féticide faisait partie vraiment intégrante de toute la dimension de l'interruption de grossesse. Ce qui a été montré dans ces quelques petites études et dans des études aussi plus récentes qui sont parues en 2015, c'est que comment est-ce qu'on pouvait envisager pour quels parents ça pouvait être mieux d'aller vers une interruption de grossesse, pour quels parents ça pouvait être mieux de vivre la grossesse et puis de pouvoir accompagner leur nouveau-né éventuellement en soins palliatifs après sa naissance. Ce qui a été démontré, c'est que si on faisait une interruption de grossesse pour un fœtus qui avait une possibilité de survie après sa naissance, il y avait un beaucoup plus haut taux de morbidité psychique chez les mères. Alors que si le bébé était de toute façon voué à décéder rapidement, cela était beaucoup mieux vécu. Ce qui a été aussi montré, c'est que le deuil pathologique et les symptômes pathologiques de stress post-traumatique sont aussi prévisibles par le niveau d'éducation maternelle, l'âge gestationnel, donc plus une interruption est tardive, plus elle est souffrante, et puis évidemment, donc ce que je vous ai dit, la létalité de la pathologie. Qu'est-ce qui se passe pour les familles qui vivent un décès en période périnatale sur des soins palliatifs qui ont été choisis pour leur nouveau-né? En fait, on en connaît assez mal l'expérience de ces parents qui ont vécu des soins palliatifs en alternative à une interruption de grossesse. Est-ce que la peur d'avoir un bébé vivant, de le voir mourir, pourrait être diminuée par de bons soins palliatifs et une approche plus globale au moment du processus décisionnel? C'est une question qu'on pose et puis qu'on essaye d'approcher avec les femmes qui se présentent dans ces situations-là. Il existe une étude assez récente, de 2015, qui montre que les femmes qui ont décidé d'interrompre une grossesse après un diagnostic de pathologie létale chez leur fœtus présentaient plusieurs mois après plus de désespoir, plus d'évitement et plus de dépression que celles qui avaient poursuivi leur grossesse et puis qui avaient eu des soins palliatifs après la naissance. C'est sûr que ça soulève, toutes ces questions-là soulèvent une dimension qui est encore plus complexe et qui s'ajoute à la complexité dont je viens de vous parler. C'est que on aimerait parler d'alternative d'une interruption de grossesse ou de prise en charge palliative périnatale, alors que souvent, les raisons d'une interruption de grossesse ne sont pas forcément identiques à celles pour lesquelles on offrirait des soins palliatifs périnatales. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fibrose kystique. Je vous ai montré une slide avec la fibrose kystique. C'est sûr que on n'offrirait pas d'emblée des soins palliatifs à un nouveau-né qui aurait une fibrose kystique, alors que la question de l'interruption de grossesse se pose clairement pour les équipes. Donc, et paradoxalement, et même pour aller plus loin, certaines mêmes décisions d'offrir une interruption tardive de grossesse sont liées à la non-faisabilité d'offrir des soins centrés sur le confort en période périnatale. Donc, on voit que ces questions-là de
prise en charge, de décision, de prise en charge palliative versus interruption de grossesse, sont liés à de multiples problèmes, multiples conflits éthiques. Tout d'abord, on voit que les critères qui permettent l'interruption de grossesse sont pas les mêmes que les critères qui permettraient d'offrir des soins palliatifs périnatales. Donc, on n'est déjà même pas forcément dans la même zone et que l'un n'est pas forcément une alternative à l'autre. On voit qu'au niveau du droit et de la déontologie, il y a des visions très différentes de ce qui est bon et de ce qui peut être fait par les médecins, et aussi, pour parler du niveau du droit, une crainte de certains médecins de se dire « je préfère ne pas prendre le risque de donner naissance à un fœtus mal formé plutôt que de proposer une interruption de grossesse ». Les valeurs personnelles des cliniciens ont aussi un impact important puisque leurs valeurs personnelles vont clairement teinter la manière dont ils vont conseiller et dont des décisions vont se prendre par les familles. Et finalement, c'est sûr que dans notre société aussi, il y a beaucoup de réflexions par rapport aux soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, etc., que c'est quelque chose qui est très contemporain. Pour aller un peu plus loin, puis peut-être être un peu provocateur, on pourrait se poser justement la question par rapport à la question de l'aide médicale à mourir. Pourquoi est-ce que c'est moins grave de porter atteinte et de faire mourir un fœtus que de faire mourir un nouveau-né? Et puis, est-ce que c'est juste à cause de la loi? Et finalement, plutôt que de se dire on veut empêcher les interruptions de grossesse, est-ce qu'on pourrait penser de façon éthique le contraire? Est-ce qu'on pourrait aussi faire de l'euthanasie néonatale? Et c'est ce qu'on fait, qu'ont fait une équipe aux Pays-Bas en proposant le protocole de Groningen pour l'euthanasie néonatale, qui a fait beaucoup de bruit en 2005, je pense qu'on s'est sorti, et qui proposait que pour des situations très, très bien balisées, pour lesquelles le diagnostic et le pronostic sont certains, que la souffrance est continue et ingérable, et puis étant confirmés par 2 médecins, que les parents, c'est ce qu'ils souhaitent, qu'on puisse à ce moment-là faire une interruption de vie d'un nouveau-né. Est-ce que cette question pourrait se poser dans une société comme la nôtre, qui a tellement qui n'a absolument pas balisé l'interruption de grossesse et où finalement cette frontière de la naissance ou de la viabilité paraît bien arbitraire par rapport à la réflexion sous-jacente. Donc, pour conclure, vous voyez qu'on est quand même dans 2 projets bien différents. Les soins palliatifs périnatales, pour tous ceux qui font des soins palliatifs, puis surtout en pédiatrie, c'est clair qu'on est dans un projet de vie, comment on va accompagner cette famille, comment on va pouvoir accompagner cet enfant, réfléchir à des objectifs de soins qui correspondent à l'état de l'enfant et qui vont évoluer au jour le jour, par rapport à l'interruption de grossesse, où on est dans un projet de mort puisqu'on n'attend aucune vie par la suite. Alors, les questions qui se posent, c'est quelle stratégie on peut choisir? Pourquoi est-ce qu'il existe une telle différence entre les médecins qui travaillent en prénatal et ceux qui travaillent en postnatal? Est-ce que c'est cette peur de l'incertitude, la crainte de la zone grise? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas avoir fait son travail correctement, de ne pas forcément proposer l'interruption de grossesse? Est-ce que c'est une question d'intentionnalité? Et puis, comment est-ce qu'on va travailler dans davantage de cohérence entre le pré et le postnatal? Donc, avant de passer la parole à Annie, je voudrais juste donner un petit mot sur les soins palliatifs périnatales, dire que c'est pas juste un accompagnement vers la mort, mais c'est une approche qui intègre ces dimensions émotionnelles, spirituelles, pour aider les familles à trouver un sens et remettre ce projet de famille au cœur de la réflexion. Comment est-ce qu'on vit avec l'incertitude? Est-ce qu'on est dans une dimension de changement de paradigme plutôt que de parler du maléfice du doute, puisque on ne sait pas comment l'enfant avec sa pathologie va vivre? Est-ce qu'on devrait retourner ça vers le bénéfice du doute, aider les cliniciens à apprivoiser l'incertitude, aider les parents et les cliniciens, et
maintenir l'espoir vivant. Et je pense que c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on essaye d'intervenir dans nos cliniques de diagnostic prénatal. Alors, je vais laisser la parole à Annie pour la suite. Ici, peut-être plus facile. Là, c'est juste ça. C'est ici que j'appuie. Ça me fait plaisir de continuer pour la suite. On va parler en fait du bébé, puis de comment on fait pour décider, puis comment on fait pour aller chercher dans la littérature l'évidence. Dans le fond, pour ce bébé, le bébé de Karine et de son conjoint, quelles sont les statistiques quand on va opérer un bébé comme ça? On cherche à le faire dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et quelles sont les statistiques de ces bébés qui ont reçu des chirurgies? Il y a 3 chirurgies à faire. Et au cours des 25 dernières années, il y a des améliorations de pratiques importantes. Le problème, c'est qu'il y a des grosses variations de pratiques dans la littérature médicale. Donc, si vous allez, par exemple, sur PubMed et vous regardez l'outcome des bébés avec hypoplasie du cœur gauche, vous allez trouver des excellents centres, généralement aux États-Unis, mais il y en a aussi au Canada, avec une survie entre 80 et 90 % aux 3 chirurgies nécessaires, avec un suivi des familles, avec un suivi long terme des enfants qui ont quand même une maladie cardiaque chronique à long terme et qui sont hospitalisés régulièrement, mais une bonne qualité de vie des survivants quand ils demandent aux survivants, puis quand ils évaluent leur qualité de vie. Et il y a certains centres, surtout des centres européens, et en fait tous les centres français, qui ont des séries sans intervention chirurgicale, donc seulement des soins palliatifs à la naissance ou des interruptions de grossesse. Donc, des grosses séries de 50-100 cas avec 0% de survie. Et la plupart des centres sont entre les deux extrêmes. La plupart des centres au Canada ont des survies entre 70, 60, 50% pour ces pathologies-là. Donc, on se demande si nos valeurs reflètent en fait, nos statistiques ou reflètent nos valeurs ou reflètent le système médical ou nos machines. Ça ne semble pas refléter la capacité chirurgicale des chirurgiens ou notre système de santé, mais surtout nos valeurs. Et il y a beaucoup de statistiques, par exemple comme la survie des nouveau-nés en périnatalité, qui reflètent nos valeurs. Et les statistiques renforcent par la suite les valeurs. Fait que si Karine est en France, Karine va se faire dire qu'on termine sa grossesse ou que son bébé va mourir à la naissance, puis qu'en France, ben, il y a 0% de survie pour ces bébés-là. Si Caroline se trouve à San Francisco, pour dire, ou San Diego, puis elle va à une des meilleures cliniques à Loma Linda, ils vont lui dire, ben le bébé va rester à l'hôpital à peu près 20 jours, survie de 90%. Puis, dans le fond, elle va rencontrer les travailleurs sociaux, les psychologues et tout. Et vous pouvez penser qu'un parent qui se fait donner comme statistique 0 versus 90 va décider des choses différentes. Et c'est sûr que quand on a 0% de survie, on appelle ça le self-fulfilling prophecy. Ben, dans le fond, l'année suivante, on va dire, ben, comme on a 0% de survie, on continue à proposer les choses similaires. Donc, l'opinion des soignants est une des premières causes de mortalité dans ces zones grises-là où il y a un doute et où il y a une incertitude. Et c'est vrai pour toutes les zones grises en périnatalité. Et je vous donne des exemples d'énoncés de principes pour les nouveau-nés. Dans le fond, si vous regardez pour la Société canadienne de pédiatrie ou d'autres sociétés savantes, on a des énoncés de principes assez rigides sur quand est-ce que les soins palliatifs sont recommandés ou offerts pour les prématurés ou pour les anomalies sévères, comme la trisomie 13 et 21. Et c'est pas très ouvert aux zones grises, c'est souvent dicté sur l'âge gestationnel ou sur l'anomalie chromosomique des enfants. Et c'est pas pareil ailleurs en médecine. Dans le fond, si vous regardez, pour les patients plus vieux, les seules raisons de ne pas réanimer un adulte, il y a 3 raisons, la décapitation, le rigor mortis ou la décomposition. Nous, on est beaucoup plus libéral à offrir ou recommander des soins palliatifs. Et ça nous a fait réfléchir que pour les patients plus vieux, en fait, 10 à 20% de survie, avec 50% de devenir à long terme sans atteinte neurologique, c'est quand même un devenir très acceptable. Ça représente en fait la majorité des soins intensifs adultes. Dans le fond, si vous pensez au cancer du cerveau, au trauma crânien, aux ACV, aux maladies neurodégénératives, aux noyades, tout ce qu'on voit en fait en médecine, il y a énormément de patients qui ont 50% ou 80% de survie avec des risques à long terme.
Et notre cas, dans le fond, un adulte cardiaque nécessitant des chirurgies cardiaques avec 60-70% de survie, avec le même outcome que notre bébé, choisirait probablement les interventions et les choisissent quand on regarde nos chiffres canadiens. Fait que les décisions de fin de vie sont différentes pour les nouveau-nés et les patients plus vieux. On a remarqué que pour les nouveau-nés, c'est courant de ne pas donner des soins intensifs ou de les retirer pour des pathologies dont le pronostic vital ou de qualité de vie est possiblement bonne. Donc, on n'arrête pas nécessairement les soins intensifs quand on a 100% de risque d'handicap à long terme. Souvent, 50% de risque d'handicap à long terme, c'est une assez bonne raison pour retirer les soins intensifs. Et ce n'est pas le cas pour les patients plus vieux. Et dans le fond, le reste de ma présentation, ou la moitié du reste de la présentation, on va se poser des questions sur la valeur morale de la vie. Est-ce qu'elle est considérée différemment, la vie d'un nouveau-né ou d'un adulte? Je vous donne des exemples assez courants. Un défibrillateur externe, les devenirs de ceux qui seront défibrilés à l'extérieur de l'hôpital sont vraiment pas bons, en fait. Il y a à peu près 5 à 10% de survie et la majorité des survivants restent hospitalisés ou ont des séquelles après avoir été défibrilés, que ce soit par manque d'oxygène au cerveau ou au cœur. Nous, les 5 à 10% de survie avec la majorité qui ont des séquelles, généralement en néonatologie, on ne fait pas de réanimation dans ces cas-là, mais on voit qu'un défibrillateur externe, c'est une valeur sociale importante, il y en a partout et c'est quelque chose que les citoyens et les médecins crieraient si on l'enlevait de notre société. Je vous donne d'autres exemples pour être provocatrice. Chantal Petitclerc, quand elle est restée coincée dans sa porte de garage à 14 ans, puis c'était certain qu'elle allait être handicapée toute sa vie, on n'a jamais suggéré à ses parents de faire des soins palliatifs. Mais un nouveau-né qui ne sera jamais capable de servir de ses jambes, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Pour continuer la provocation, Terry Fox, à qui on a coupé une jambe puis on a fait de la chimio en sachant que ses chances de survie étaient faibles, on a fait ça en sachant qu'il allait peut-être pas survivre et en sachant qu'il allait probablement pas survivre. Et on voit sa course, son essai de course au travers du pays comme quelque chose d'héroïque. Et on n'a jamais dit que cet homme-là avait eu de l'acharnement thérapeutique. Donc, nous, ça serait très rare. En fait, ça n'arriverait pas en néonatologie qu'on coupe la jambe puis on donne de la chimio pour 6 mois, pour prolonger la vie de 6 mois. Et on s'est posé la question, pourquoi est-ce que la vie du nouveau-né est vue comme étant différente que celle des adultes? Une des manières de voir ça, c'est le principe du meilleur intérêt. On dit souvent ça en éthique, on dit ça pour les patients pour qui ne peuvent pas décider par eux-mêmes. On dit, si une intervention est dans le meilleur intérêt de ce patient et s'il y a un tort, si on n'intervient pas, la non-intervention est non acceptable éthiquement ou légalement. C'est généralement quand les gens sont en désaccord et quand un cas va en cours, ils regardent le meilleur intérêt du patient et le suivent. Donc, on a fait un petit exercice en fait artificiel pour voir comment les gens décidaient ces choses-là, puis vous allez pouvoir vous imaginer répondre à ce questionnaire-là. On a maintenant fait passer ce questionnaire-là à peu près à 3000 personnes et on leur a présenté différents patients à différents âges pour voir si on prend des décisions différentes, si les patients ont des âges différents. Donc, ça commence avec, vous êtes un médecin urgentiste qui travaille dans un centre tertiaire, donc un centre qui est capable de réanimer à tous les âges. Des patients critiques d'âges différents, avec des devenirs décrits, vont vous arriver à l'urgence. Et tous ont besoin d'être intubés, donc réanimés. Tous ont des conséquences neurologiques potentielles sérieuses à long terme. Il n'y a aucun patient qui peut décider pour lui-même. Et ici, pour simplifier la présentation, je vais seulement vous parler de 4 patients, dans le fond, des enfants, juste pour vous montrer que même un nouveau-né, un enfant plus vieux, c'est pas vu de la même manière. Donc, on a présenté 3 patients avec la survie et le devenir identiques. Dans le fond, on a copié-collé pour chaque vignette. De ces 3 patients-là, ils avaient 50% de survie, puis s'ils survivaient, 50% allaient être sans séquelles et 25% auraient des handicaps sévères. On a parlé d'un prématuré de 24 semaines, on a présenté une vignette d'un bébé à terme avec une malformation et on a présenté une vignette d'un enfant de 2 mois avec une méningite. Et ces enfants ont à peu près ces outcomes-là. On a aussi inventé une vignette d'un patient de 7 ans qui avait des plurihandicaps, un enfant qui avait déjà une paralysie cérébrale, qui était sourd d'une oreille, qui avait une hyperactivité, qui ne fonctionnait pas bien à l'école.
Et ce patient-là, ou cet enfant-là, dans la vignette, il se faisait frapper par une voiture, il y avait 50% de survie et 50% d'avoir des pires handicaps à long terme. On a posé plusieurs questions. Dans le fond, est-ce que vous intuberiez toujours ce patient? Est-ce que vous le réanimeriez? Et voici les pourcentages de ce que les répondants, les 3000 répondants ensemble ont répondu. À 24 semaines, le tiers intuberait le patient, à terme, à peu près la moitié. Et en fait, pour tous les patients de tous les autres âges, c'était la majorité qui intuberait les patients. On a ensuite demandé, pensez-vous qu'intervenir est dans le meilleur intérêt du patient? Et à 24 semaines, la majorité, quand même, 70% pensaient qu'intervenir était dans le meilleur intérêt du patient, 80% à terme. Et puis, quand on arrive dans les patients plus âgés, c'est la vaste majorité qui pense que la réanimation est dans le meilleur intérêt du patient. Notre question suivante, c'était, la famille arrive, puis la famille demande des soins palliatifs. Est-ce que vous accepteriez de donner des soins palliatifs à la demande de la famille, une fois que le patient est réanimé? À 24 semaines, la majorité accepte de donner des soins palliatifs, donc de retirer le respirateur. Ça tombe à 40% à terme. Et puis ensuite, pour tous les autres patients qui étaient de différents âges, c'est la minorité. Dans le fond, c'est moins que 20% pour tous les autres patients qui acceptent de retirer les soins intensifs. Et c'est quand même assez bizarre que pour un enfant plurihandicapé, si la famille décide de demander des soins palliatifs, les taux de réponse soient si bas quand on voit que, dans le fond, on ne veut pas réanimer certains patients pour éviter un enfant handicapé. Et notre dernière question était, dans quel ordre est-ce que vous interviendriez si tous ces patients-là arrivaient en même temps? Et l'ordre médian qui est vrai, on a fait ça dans 8 pays, est vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans les gens qui soient médecins ou non médecins. Le premier patient, c'est l'enfant de 2 mois avec une méningite. Le deuxième à être réanimé, c'est l'enfant de 7 ans avec des handicaps multiples. Ensuite, il y a quelques adultes dans le milieu, mais pas mal tout le temps, le prématuré est à la fin, dans la réanimation. Donc, pourquoi on a une facilité relative à accepter des soins palliatifs pour les nouveau-nés? Et pourquoi est-ce qu'on met les nouveau-nés à la fin? On a posé cette question-là, dans le fond, on a fait remplir le même questionnaire avec les mêmes vignettes, puis quand les résidents, les infirmières, les médecins ont répondu, on leur a dit, mais pourquoi vous mettez le prématuré à la fin? Pourquoi vous mettez l'enfant de 7 ans, vous acceptez pas des soins palliatifs? Et on a eu des réponses assez stables et certaines qui étaient moins stables. Par exemple, un des grands thèmes, c'était que c'était pas une personne comme les autres, ou comme un des résidents a dit, c'est une non-personne interchangeable. C'est facile à faire un bébé de 24 semaines, ils se ressemblent tous, mais à 7 ans, c'est pas facile à faire un enfant exactement pareil. Dans le fond, c'est pas encore des personnes qui nous ont souri, qui ont échangé avec nous. C'est plus facile de remplacer un bébé que de remplacer un adulte. Là, je vous donne les raisons pour lesquelles les répondants mettaient les prématurés à la fin ou les nouveau-nés avec malformation à la fin. C'est moins difficile de voir mourir un nouveau-né par rapport à un enfant plus vieux, que disent les soignants. On n'a pas posé ces questions-là aux parents, mais certainement, pour moi, c'est plus facile, en effet, à voir un bébé mourir à la naissance comme médecin que de le voir mourir après 6 mois de soins intensifs quand je le connais, quand il me regarde, puis quand je connais sa famille. Il y a aussi le choix reproducteur. Si la maman peut terminer sa grossesse pour une malformation ou une prématurité, pourquoi on ne pourrait pas donner des soins palliatifs une fois qu'il est en dehors du ventre? Il y a aussi le sentiment de responsabilité des soignants. Pour eux, on sauve un enfant qui a une méningite, on tue la méchante bébite ou on enlève le méchant cancer pour les cancéreux. Mais quand on a un bébé qui est prématuré, en fait, on crée. C'est de notre faute. On ne peut pas tuer de bébite, c'est nous qui créons les lésions chez ces patients-là. Il y a aussi les médias qui donnent énormément au Québec, surtout, moi j'appelle ça les médias sous influence pour le film Médecine sous influence, qui montrent seulement des prématurés qui sont plurihandicapés. Et pour certains, c'est plus facile de discriminer envers une possibilité de handicap puis un handicap confirmé. Et la stabilité de ces réponses et de comment les personnes répondent à ce questionnaire-là nous dit probablement que le fait de pouvoir tomber enceinte, par exemple, de manière
évolutionnaire ou anthropologique, juste comment on traite les nouveau-nés dans la société. Il y a encore énormément de décès néonataux. Il y a beaucoup de sociétés où ils ne nomment pas le bébé la première semaine ou 2 semaines de vie, où les rituels de deuil sont différents à la naissance. Ici, on perd un nouveau-né, on n'est pas obligé de s'habiller en noir et c'est acceptable de redevenir enceinte rapidement, tandis que quand on perd un enfant plus vieux, on porte le noir et puis on ne tombe pas enceinte dans l'année suivante dans certaines cultures. Fait qu'il y a probablement quelque chose qui est évolutionnaire dans le fait de donner une valeur morale au nouveau-né qui est différente de celle des personnes plus vieilles. On n'a pas beaucoup parlé de parents ici. Alors, on va parler des contrastes entre les intervenants et les parents ou le système de la santé et les parents en donnant un exemple. On pourra en donner beaucoup parce qu'on a fait plusieurs études là-dessus, mais un des exemples qui est en fait un des pires diagnostics, certainement en pédiatrie, la trisomie 13 et 18, qui sont la 2e et 3e anomalie chromosomique les plus courantes après la trisomie 21. La survie est décrite de 10% à 1 an et les survivants ont des handicaps très, très sévères, même dans des quotients intellectuels non mesurables parce qu'ils ne sont pas assez fonctionnels. C'est généralement des enfants qui ne mangent pas seuls, qui ne sont pas capables de marcher et qui ont des grandes limitations dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec les autres. Donc, si on regarde l'opinion médicale et éthique conventionnelle, cette condition est incompatible avec la vie. Et les interventions qui prolongent la vie ne sont pas recommandées pour ces enfants et on a quand même plusieurs recommandations des sociétés savantes nous disant de ne pas réanimer ces enfants-là. Et ce qu'on lit dans les textes éthiques ou de pédiatrie, c'est que les enfants avec trisomie 13 et 18 n'ont pas une vie qui vaut la peine d'être vécue ou ont une qualité de vie qui est très questionnable. Par contre, après ce diagnostic, plusieurs familles décident de poursuivre la grossesse, mais en fait, une minorité d'enfants naissent vivants parce que la plupart des femmes terminent leur grossesse et il y a énormément de morts in utero. Malgré ça, certaines familles décident de continuer leur grossesse et il y en a qui désirent des interventions médicales à la naissance, ce qui peut créer des tensions pour les soignants. Et jusqu'à ce qu'on fasse une étude, on n'avait pas vraiment de données sur comment vivent ces parents-là, qu'est-ce qui arrive avec ces parents-là et ces familles-là qui vivent avec des enfants qui décèdent souvent rapidement ou s'ils ne décèdent pas, qui sont très, très handicapés. Donc, on a décidé d'obtenir l'évidence puis de faire un peu un evidence-based parce qu'on avait jusque-là du opinion-based medicine. Et dans le fond, on a publié ces papiers-là il y a quelques années. On a réussi à trouver 503 parents. On a regardé des sites Internet de support de parents parce que c'est comme des maladies quand même assez rares. On n'aurait pas pu faire ça dans une institution ou même un pays. Et on a eu 80% de taux de réponse. Et c'est en général des mères qui ont répondu. C'était des mères de 272 enfants et en fait, la majorité de ces parents-là avaient choisi des soins palliatifs à la naissance et 25% avaient choisi des interventions. On a demandé aux parents, qu'est-ce qu'on vous a dit lors du diagnostic? On leur a dit que l'enfant était incompatible avec la vie, que leur fœtus avait une condition létale. 50% des parents se sont fait dire qu'ils seraient un légume, qu'il y aurait une vie de souffrance, qui causerait des dommages à leur famille, qui causerait des dommages à leur couple ou à leurs autres enfants. On leur a demandé leur expérience au niveau, quand ils ont eu leur diagnostic. Les parents ont subi une pression importante pour terminer leur grossesse, 60% des parents. Les parents qui ont souhaité prolonger la vie de leurs enfants à la naissance se sont sentis jugés. Les parents ont quand même trouvé ça difficile. On a demandé en fait, ceux qui ont vécu avec un enfant qui était, un enfant qui était avec des handicaps assez lourds, plus que 3 mois, donc 160 parents. Ils reconnaissent, 50% de ces parents-là, que leur enfant a plus de douleur que les autres enfants, que de s'occuper d'un enfant handicapé était plus difficile qu'ils croyaient. Puis il y a 50% qui disent qu'ils ont dû faire des gros sacrifices financiers. Par exemple, la maman n'est pas retournée travailler, ils ont déménagé, ils ne sont pas allés en vacances, parce que dans le fond, c'était lourd de s'engager dans ces finances-là. Par contre, les parents de tous les enfants décrivent que la vie de leur enfant était positive, que leur enfant était un enfant heureux, que leur enfant a enrichi leur vie, la vie de leurs autres enfants ou de leur couple. Et contrairement à ce que beaucoup disaient dans la littérature, seulement 3% de ces couples se sont séparés.
Donc, il y avait des mots qui étaient à éviter selon les parents. Ils n'aimaient pas les termes incompatibles avec la vie et létale. Ils aimaient mieux les termes avec survie limitée. D'éviter de dire à quelqu'un que son enfant est un légume. Ça semble évident, mais c'était les recommandations des parents. D'éviter de dire que leur enfant causera des dommages. D'éviter de dire qu'ils peuvent en avoir un autre, qu'il n'y a rien à faire, de toujours leur donner un espoir. Et que leur enfant est un gaspillage. Bien entendu, c'est une recherche avec des limitations. C'est un questionnaire avec des limitations intrinsèques. Dans le fond, on n'a pas demandé à ceux qui terminent leur grossesse, on a demandé à ceux qui ont vécu avec ces enfants-là. Donc, un biais de sélection. Mais par contre, c'est la plus grande cohorte de parents avec des enfants avec cette condition sérieuse. Puis, on voit quand même des contrastes entre ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Malheureusement, ça, c'est un matériel éducatif gouvernemental qui a été retiré de l'Internet, mais qui était sur un site Ontario de dépistage prénatal. Fait que vous voyez un bébé qui a en fait on appelle un cyclope, qui a une trisomie 13, et vous voyez la même genre de pathologie, comment elle peut être vue sur les sites de parents ou comment les parents peuvent voir ce même bébé-là. On peut voir que ces enfants-là, oui, il y a beaucoup de tristesse qui accompagne leur vie, mais il y a aussi beaucoup de joie. Et on voit aussi que la vision des soignants, des intervenants en santé, ça c'est un exemple des livres qu'on utilise partout en médecine. Et quand les parents ont un diagnostic prénatal de trisomie 13, en fait ça c'est 18 sur ces photos, c'est ce qu'on montre aux parents. Et vous voyez que c'est des bébés en noir et blanc qui sont des fois morts, qui ont tous l'air d'être un peu en souffrance. Puis quand on regarde les photos des parents, c'est très très différent. On n'a pas du tout, même s'il y a des bébés là-dedans qui sont en soins palliatifs, puis le bébé du milieu en haut qui est déjà décédé en noir et blanc, c'est pas des photos où les enfants ont l'air d'être en souffrance intolérable. Fait que pour finir la présentation, c'est important d'examiner nos contrastes de près. Les contrastes entre les décès en périnatalité et les décès des enfants plus vieux, le contraste entre le féticide ou les décisions d'interruption et le bébé qui meurt, les soins palliatifs à la naissance. Le contraste entre les perceptions des soignants et celles des parents. On remarque qu'il y a un biais négatif des soignants vers les nouveau-nés avec malformation sévère, handicap ou prématurité, et les parents ont généralement pas de voix dans la littérature médicale. C'est important, dans le fond, de connaître les parents, qu'est-ce qu'ils savent de la condition de leur enfant, s'ils ont choisi un nom, ce qui leur fait le plus peur, quels sont leurs espoirs et quels sont leurs buts, et de voir si ces buts-là sont réalistes pour en fait avoir une conversation constructive sur la décision qu'ils vont prendre. Fait que ces interruptions, que ça soit une interruption, ces décisions, que ce soit une interruption des soins palliatifs ou des interventions, sont parmi les décisions les plus importantes pour les familles. Nos opinions vont influencer ces décisions-là. Et les opinions des intervenants sont une des premières causes de mortalité. Donc, on a le devoir et la responsabilité d'examiner nos biais de près, d'être critique envers nous-mêmes. Si on fait X ici, dans un centre, qui fait Y, pourquoi on pense différemment, puis d'avoir ces conversations-là. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions pour un d'entre nous. Je pense qu'il reste 4 ou 5 minutes. Oui, bon, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Donc, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro, y aller, poser des questions sans problème. Et sinon, il y a toujours le chat que vous pouvez écrire des commentaires et ou des questions et je vais les relayer. Donc, une question? Chantal Doré me pose la question, est-ce que la présentation sera-t-elle disponible? Est-ce que vous me permettez, Dr Janvier, Dr Payot, de la diffuser aux personnes qui vont me le demander? Bien, je vais enlever des diapos de famille qui m'ont donné la permission. Je n'ai pas demandé la permission de diffuser les photos de leurs enfants, seulement d'utiliser pour les conférences. Fait qu'on enverra une présentation sans photo. Fait que vous allez avoir cette photo-là, c'est celle de ma fille. Fait que je suis autorisée à la diffuser. Mais j'enlèverai les photos où je n'ai pas l'accord des parents. Parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai un commentaire. Oui, allez-y, José. Ben, d'abord, merci Antoine, merci Annie d'avoir partagé ça.
Euh, j'ai fait une étude aussi sur la trajectoire décisionnelle de parents qui vivent avec un enfant qui a une condition médicale complexe et il y a plusieurs liens que je fais avec la présentation que vous avez faite aujourd'hui. Un en particulier où vous dites clairement, en tout cas si j'ai bien compris, que le médecin ou les professionnels qui accompagnent les parents peuvent influencer les parents. Hein, la décision des parents, j'ai des résultats qui abondent dans le même sens, mais une fois qu'on dit ça, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que vous avez identifié des pistes de réflexion qui permettraient justement d'éviter que nous, comme professionnels, comme infirmières, comme travailleuses sociales, comme médecins, qu'on projette en fait, qu'on influence à tort ou à raison les décisions des parents? Une excellente question. Puis en fait, effectivement, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que une fois qu'on a observé ça, que l'influence existe, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que cette influence est obligatoirement mauvaise? Mm-hmm. La question qu'on se pose, et puis que je pense une forme de réponse est amenée par la dimension de partenariat avec les familles, de partenariat avec les patients. C'est Annie l'a soulevé. C'est d'abord quelle humilité on a et quel savoir on a personnellement, quelle réflexivité de connaître nos propres valeurs et de savoir dans quelle mesure elles vont influencer les familles. L'autre chose, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que les familles ont envie de cette relation-là et recherchent parce qu'il y a des familles qui vont vouloir qu'on les aide à cheminer, il y a des familles qui voudront travailler, réfléchir de façon totalement autonome et indépendante. Et je pense qu'on n'est pas encore rendu dans une situation où on va nous-mêmes aller solliciter les familles pour leur dire comment est-ce que vous voulez qu'on prenne ces décisions, et puis aller aussi de façon transparente leur dire regardez, moi je vais vous parler, mais sachez que pour moi, ce qui est important, c'est plutôt ces valeurs-là. Peut-être que pour vous, c'est pas les mêmes, mais je pense que le fait de juste réfléchir à ses propres valeurs, ses propres influences, entre guillemets, puis les dévoiler, les divulguer, ça permet aussi aux patients de prendre conscience des siennes et puis d'entrer dans un dialogue qui n'est pas un dialogue d'influence, mais un dialogue où on connaît les valeurs des uns des autres puis qu'on travaille, on chemine ensemble. Donc, il y a cette dimension-là de partage des valeurs et de sollicitation des valeurs des patients aussi. Et aussi de solliciter le patient à savoir comment vous voulez qu'on travaille ensemble. Dans le fond, je vais compléter aussi la même réponse que j'aurais donnée. Je vais peut-être donner des additions sur les parents à qui on a demandé. Il y a à peu près la moitié des parents qui voulaient décider, les parents trisomie 13-18, avec les soignants, les intervenants. Il y a quand même une petite minorité qui voulait décider seule, mais il y a quand même des patients, il y a 25% des parents qui ne voulaient pas décider et qui voulaient que les médecins décident, eux, de quand arrêter le respirateur, de ne pas réanimer à la naissance et tout ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il va, je pense exactement de dire, si un parent, moi, me dit, ben, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre bébé? Vous voyez mon bébé sur la slide, il est né prématuré. Les parents, ils pensent que moi, je vais donc savoir quoi faire avec tous les patients. Je vais pas leur dire, ben, je peux pas vous répondre, c'est votre décision. Je vais leur dire, ben, moi, comme parent, j'aurais trouvé que, parce que, je pense que le parce que est très important. Mais il y a d'autres parents qui décident que, parce que, et quel genre de parent êtes-vous? Et c'est là que c'est important de dire aux familles, une des manières que les parents nous ont recommandé dans nos études, de dire ça, c'est, il y a certains parents qui veulent décider avec les médecins. Il y a d'autres parents qui veulent décider seuls avec leur famille. Il y en a d'autres qui veulent que les médecins décident seuls parce que c'est des décisions qu'ils ne sont pas capables de prendre ou qu'ils ne veulent pas prendre seuls. Quel genre de parent êtes-vous? Pas pour dire voulez-vous décider, point d'interrogation, comme si la normalité était que ces parents-là décident. Fait que dans le fond, c'est une réponse assez complexe, mais qui s'opérationnalise assez bien quand on dit aux parents, au moins qu'on leur dit que c'est possible qu'ils décident, qu'on les aide à décider ou que les médecins décident seuls. Merci. Merci beaucoup. Il y a Pierre Gagnon qui pose une question sur le chat. Peut-on rassurer les parents que l'on pourra soulager le prématuré souffrant, un peu comme la sédation palliative chez l'adulte, et quelle médication utilise-t-on?
Disons que c'est une question qui est tout à fait légitime, puis qu'on sait qu'une hospitalisation néonatale pour un grand prématuré, c'est souffrant, il y a de multiples souffrances, pourtant on travaille beaucoup à essayer de les alléger. On travaille maintenant pour tout ce qui est les petites procédures invasives avec du sucrose de façon très systématique qui a montré qu'il diminuait considérablement les douleurs aiguës